Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que d'un côté les pays riches baissent au niveau d'un tout un tas de secteurs qui leur sont propres, et je pense aux GAFA typiquement. Ah oui, oui. Et de l'autre, on voit, parce que d'habitude quand les gros maigrissaient, les petits crevaient, Oui. et là quand on regarde, donc je pense aux pays émergents, Oui. et là quand on regarde les pays émergents, on se dit ah bah mince, finalement ça marche plus pareil, il se passe des choses dans les pays émergents. Jusqu'au point où on peut se demander est-ce que c'est vraiment un groupe homogène encore entre guillemets. Pourquoi on a pensé que c'était un groupe homogène déjà? Parce Oui. qu'on voit bien qu'entre les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine Oui. c'est pas très homogène quand même. Non. De principe, de base, ne serait-ce que géographiquement. Oui. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a pensé ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est différent? Et est-ce qu'on pourrait imaginer un portefeuille diversifié dans les pays émergents? Ce qui est un Oui. truc qui n'a pas de sens il y a 10 ans. N'a pas de sens il y a Voilà. 10 ans, oui. Alors, disons qu'on va peut-être séparer ce qui a un sens assez naturel, c'est au sein des pays émergents, parce qu'ils sont presque tous dans les pays émergents, ce sont les exportateurs de matières premières. Ça, c'est important. Quand on avait fait, quand on avait fait notre premier logiciel qui s'appelle Track Macro en 2015, on a lancé. On avait essayé de couper le monde en un certain nombre, ou scinder le monde, l'éclater en un certain nombre de zones qui ont une logique économique. C'est-à-dire que s'il y a une relance dans cette zone, ben ça bénéficie à cette zone. Elles ont des monnaies à t'acheter. Donc si la monnaie... alors, on avait évidemment trouvé que tu avais l'Amérique du Nord. C'était Canada et US, et puis tu avais l'Europe avec l'Europe euro, et puis l'Europe pas euro, tu vois, des choses comme ça. Et puis tu as le Japon. Alors, le Japon, c'est à la fois un pays, une zone. Le Japon est complètement, son cycle économique, sa politique monétaire, le yen, c'est quelque chose de totalement particulier. Donc c'est à la fois une zone et un pays, tu vois, le Japon. Bon voilà, et puis on continuait comme ça, il y a différentes zones. Et puis il y avait une zone qu'on avait séparé, qui était notre 6e zone, et on l'avait appelé les exportateurs de matières premières. Donc un peu ce que tu dis, qui fait partie du groupe des émergents. Un moins l'Occident, ça faisait les exportateurs de matières premières. Le gros pâté. Voilà. Alors non, parce que par exemple, on avait la zone asiatique, donc ce qu'on appelle la Grande Chine, le Greater China, qui était une zone en tant que telle, autour du renminbi ou du yuan. Donc non, on avait extrait les exportateurs de matières premières. Et là-dedans, tu avais parmi les BRICS ceux qui sont exportateurs de matières premières. Donc tu as le Chili, le Brésil, le Mexique, etc., l'Australie, etc., qui sont l'Australie, et puis tu as la Russie, bien sûr, etc. Bon, alors ce sont ces pays-là, en disant, est-ce qu'ils ont une logique en tant que telle? Et en fait, économiquement, oui, il y a une grande logique à deux niveaux. Première logique, c'est la logique économique. C'est-à-dire que le cycle économique de ces pays-là est complètement guidé par le cycle de la valeur de l'énergie. Ce qu'on comprend bien, puisqu'ils sont exportateurs de matières premières. Donc ça veut dire que non seulement ils n'ont pas le coût d'importation, mais en plus ils bénéficient, donc ils sont à contre-cycle des autres pays quand l'énergie devient chère, par exemple. Donc très très important. On a voulu regarder si leur cycle était assez aligné. Oui, ils étaient très bien alignés. Donc on pouvait dire que c'était un groupe homogène, constituer un portefeuille comme ça. Et la deuxième chose, c'était la monnaie. Et la monnaie, on avait appelé ça la zone offshore dollar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire offshore dollar? Ils ont tous des monnaies différentes là-dedans, le Brésil, le Mexique, c'est bon. Mais on avait dit c'est la zone offshore dollar parce que c'est la zone qui fait du commerce avec le reste du monde en dollars. Mais c'est pas du dollar domestique américain, c'est le dollar qui circule dans le monde pour s'échanger des matières. Donc c'est offshore. Donc c'est tous ces dollars qui circulent dans le monde. Donc on avait appelé ça la zone offshore dollar. Donc elle était à la fois cohérente en termes économiques, cycle économique, et cohérente en termes d'influence monétaire. Donc la valeur du dollar était très importante pour elle puisque c'était son outil de commerce. Bon. Et puis maintenant les temps ont changé. C'est-à-dire qu'on voit bien avec tout ce qui s'est passé, notamment avec la crise, avec la guerre russo-ukrainienne, les cartes sont en train de se rebattre, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et notamment ce qu'on voit, c'est que ces pays ont tendance à se rapprocher politiquement. Alors on l'a vu par l'entremise aussi de la Chine. Donc là, tout d'un coup, tu as un pays émergent qui n'est pas exportateur de matières premières, mais qui rentre dans le jeu, en se disant, mais moi, j'ai peut-être intérêt à me rapprocher de ce groupe-là pour sécuriser mon approvisionnement énergétique dans les 50 ans qui viennent. Donc on voit que là, il y a une situation géostratégique qui est en train d'émerger, et tout d'un coup, la Chine s'entend très bien avec la Russie, s'entend très bien, tout d'un coup, avec l'Arabie Saoudite, qui commence à dire, vous savez quoi? À Davos, l'Arabie Saoudite qui dit, mais moi, je vais peut-être exporter
en d'autres devises, à Davos, en d'autres devises que le dollar. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est le pilier géostratégique des États-Unis. J'ai beaucoup de commentaires, il va avoir un accident. Il va y avoir un accident, enfin, c'est-à-dire que vous vous dites, oh là là, mais il va prendre un missile sur la tête. Non, mais c'est un tremblement de terre, en tout cas monétaire, cette histoire. Ce Kadhafi et Hussein, ça leur a pas rendu service. Non, ça leur a pas rendu service. Le dinar or, c'était une bonne idée. Mais oui. Donc on voit des choses comme ça. On voit aussi le Brésil qui essaye de faire des liens. On voit l'Inde qui achète son pétrole en roupies à la Russie. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se produire, non seulement au sein de ces pays exportateurs de matières premières, et le rapprochement avec la Chine, de façon à la fois géopolitique et monétaire. Donc tout d'un coup, ça c'est quelque chose de très important d'un point de vue de considération des investissements. Et alors, sur les investissements, la question, c'est déjà sur les monnaies et sur les obligations. Donc là, on ne parle pas des actions, on parle des actions, on parle des monnaies ou des obligations. Et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis, alors là, des cycles longs, c'est que les pays qui sont exportateurs de matières premières ont des devises qui sont quelque part assises ou collatéralisées par les matières premières. C'est-à-dire, quand les matières premières sont chères, les devises de ces pays tiennent bien. Elles tiennent beaucoup mieux que ceux qui émettent des billets pour acheter ces matières premières. Donc tout d'un coup, ce qui se produit, c'est que ces marchés-là sont intéressants en termes de base monétaire, c'est-à-dire la monnaie sur laquelle elles sont émises. Et puis on se rend compte aussi que, en termes de gestion de l'inflation et du Covid, ces pays ont dépensé beaucoup moins d'argent que les États-Unis ou l'Europe ou l'Angleterre ou le Japon. Pour des raisons culturelles? Pour des raisons de gestion globale de la crise. Ils sont pas occidentaux. Ils sont pas occidentaux. Ils n'ont pas suivi le modèle en disant... je parle en général. Et donc, ils ont aussi une inflation qui est plus maîtrisée. Ils ont des comptes publics qui, ils ont pas, en fait, monétisé le Covid. Et la conséquence, c'est qu'ils ont aussi, en termes de valeur du temps, une meilleure valeur du temps. C'est-à-dire qu'on regarde leur taux d'intérêt réel, c'est-à-dire les taux d'intérêt obligataires à 10 ans moins leur taux d'inflation, ils sont soit légèrement négatifs, soit positifs. Alors que tu prends tous les taux d'intérêt en Europe, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, ils sont très négatifs. Donc ça veut dire que non seulement les obligations de ces pays-là sont sur des monnaies qui sont plus fortes parce qu'elles sont assises sur la valeur de l'énergie, mais en plus la valeur du temps est mieux rémunérée. Voilà, ça fait deux conditions pour vous dire, mais attendez, plutôt bullish. C'est plutôt bullish, quoi. Ça veut dire que si j'ai le choix entre l'une et l'autre, j'achète. La seule raison pour laquelle les gens ne foncent pas, c'est parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'acheter ces trucs-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'aller acheter des actions brésiliennes ou des actions chiliennes, des obligations. Sur quel bouton appuyer. Les obligations, quel bouton appuyer, aller voir son banquier, dire, mais vous avez un fonds qui investit dans les obligations des pays émergents. C'est de quoi vous me parlez, monsieur? Alors, et donc, c'est la raison. Il y a un retard à l'allumage des pays occidentaux, tout simplement parce que pour nous, les obligations, c'est la partie sécurisée du portefeuille et on va la chercher, c'est nous, parce que c'est nous, les grandes économies sécurisées. Aujourd'hui, en termes monétaires, c'est peut-être pas vrai. Et du coup, avec ces taux d'intérêt réels négatifs, ça veut dire que les taux ne sont pas assez hauts en Europe et aux États-Unis. Non. Est-ce que du coup ce ne seraient pas les marchés émergents qui sauveront les barons du feu en réalité? Parce que normalement on ne peut pas s'en sortir tant que les taux ne sont pas plus hauts que l'inflation. Non, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Les taux vont continuer de remonter aux États-Unis. Ils vont les monter encore? Ah oui, ils vont les monter. Alors, ils vont les monter à mon avis au moins jusqu'au niveau de l'inflation sur les biens secondaires, qui va peut-être baisser jusqu'à autour de, j'imagine, 5,5, un truc comme ça. Donc les taux vont remonter, je pense, jusqu'à 5,5. Bon, ils vont remonter encore... tu vois, 2 fois ou 3 fois 25 points de base, je pense. Donc, tu vois, oui, c'est un petit point, quoi. Ah non, oui, mais enfin, ça coûte cher. Oui, mais ça coûte cher en termes de conséquences sur les trucs. Et puis, l'Europe aussi, puisque l'inflation sur les biens secondaires, elle ne montre aucune inflexion. Donc, ils vont continuer de monter les taux. Donc, tu as raison, il va falloir qu'on continue de monter. Donc, fin janvier, l'inflation sur les biens... Alors, là, on parle de milieu d'année prochaine. Deuxième semestre. Mais en Europe, là, l'inflation sur les biens continue de monter. Continue de monter. Alors, pas sur l'inflation totale qui commence à monter une inflexion parce que le prix de l'énergie a pas mal baissé. Mais inflation sur les biens secondaires, on est toujours comme ça. Donc, ça veut dire que les taux vont... Ça, c'est la base de l'inflation dans le... C'est l'inflation la plus importante. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois,
elle est liée au fait que tu as un phénomène d'ancrage. C'est-à-dire que tu as de l'inflation qui conduit à avoir des négociations salariales, conduit à avoir des augmentations de salaire, conduit à avoir de l'inflation. Tu vois, cette espèce de cycle qui est enclenché. Les augmentations, par exemple, de salaire en Europe cette année, en 2023, vont être plus importantes qu'en 2022. Donc, et là où on va avoir on va passer de 4,5 peut-être en moyenne à 6. Donc, ça m'étonnerait que l'inflation sur les biens secondaires baisse. Et si la Chine repart pour de vrai, ça veut dire que le prix de l'énergie alors là, remonter, et là, tu pourrais avoir un deuxième effet qui se coule, justement, c'est que si la Chine repart comme elle est en train de se faire, moi je pense qu'elle a un peu préparé son redémarrage d'un point de vue énergétique, mais tu pourrais avoir le prix du pétrole qui remonte. Et si le prix du pétrole remonte, alors il y a tout qui remonte. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la baisse des taux. Et ça, c'est vraiment le grand risque que le marché ne price pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, le marché se dit non, ça va bien se passer. Ça va. À la fin de l'année, on va revenir, etc. Et ça, j'y crois pas. Je le sens bien. Ça, j'y crois pas, mais j'y crois pas parce que on n'a jamais réussi à faire ça dans l'histoire. On n'a jamais réussi à atteindre des niveaux de 8 à 10% d'inflation et à revenir à 2% en 1 ou 2 ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, tout d'un coup, les types qui vous disent, mais oui, mais on va le faire, vous allez voir, etc. Alors vous dites, bon, alors, s'ils disent ça, c'est qu'ils doivent avoir une politique extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'ils doivent monter très, très, très vite les taux d'intérêt, très au-dessus de l'inflation pour casser complètement. Bon, c'est pas du tout ce qu'ils font. Donc ce scénario, je crois que j'y crois pas. Donc, et la marmotte, elle met le chocolat. Mais voilà, là, ça passe pas. Ça passe pas. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt sont toujours pas assez élevés chez nous. Ils vont continuer de monter. Donc le marché obligataire va continuer de souffrir. Et par contre, vous allez sur ces pays exportateurs de matières premières, ou même la Chine, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, il n'y a pas photo. Il faut, même en termes obligataires, aller vers ces pays-là. Et c'est pour ça que dans la lettre d'investissement qu'on co-rédige ensemble, on commence à aller gentiment vers bien sûr, les pays émergents. Bien sûr, pays émergents, bien sûr. À la fois, on en avait parlé on en parlera dans une autre vidéo, mais sur les actions, mais aussi sur les monnaies et les obligations. Voilà. Et ça, c'est un grand virage culturel, en fait, qu'aujourd'hui, peu de gens vous disent, franchement, les pays émergents, serez-vous? Ouais, mais tu sais, tu le regardes au niveau global mondial. Bon, au niveau mondial, les pays développés et les pays émergents, en termes de création de richesse annuelle, on est en train de passer à 50-50. Donc, c'est cette année ou l'année prochaine, enfin, on y est. On vient quand même d'il y a, 25 ans, où les pays développés, c'était 80% de la richesse mondiale. Les pays émergents, c'était beaucoup de monde, une grande population, mais ça ne pesait pas, en fait, en termes économiques forts. Et puis, petit à petit, on s'en est pas rendu compte, mais 20 ans sont passés, ou 25 ans sont passés, et maintenant, on est à 50-50. Mais c'est très important, ces moments de basculement, parce que c'est le moment où un certain nombre de pays se disent, mais s'ils commencent à faire des clans opposés, c'est pas obligatoire, hein, on peut très bien avoir des échanges qui continuent, mais on est en train de faire des clans opposés, par notamment la guerre russo-ukrainienne. Donc on est en train de dire, bon, vous votez avec moi ou contre moi, c'est ça. On est en train de cliver les blocs. On est en train de cliver les blocs. Et à ce moment-là, tu te mets à la place de plein de pays dans le monde qui sont encore là. Et tu te dis, bon, je vais vers qui ? C'est pas du tout évident, hein. C'est-à-dire que si tu es un pays africain, tu te dis, écoutez les gars, je vous aime bien là, en Europe et aux États-Unis encore, faut-il qu'ils nous aiment bien, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas sûr qu'ils aiment beaucoup plus les Chinois ou les Russes, etc. Mais ils se projettent à 10 ans et ils se disent, dans 10 ans, il vaut mieux que je sois copain avec qui, quoi. Hein, la tendance est tellement comme ça. Donc on est dans ces moments de basculement. Et ces moments de basculement sont toujours source de déstabilisation. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nous, de notre côté, nous accélérons ce basculement. C'est-à-dire qu'on l'accélère en clivant. Alors peut-être c'est une surprise qu'on est en train de cliver. Mais voilà, donc ce que je dis en tout cas... En Centrafrique, en tout cas, moi quand j'y étais, les grandes affiches qui m'ont marqué dans la rue, c'est de la vodka russe. Hein. C'est de la vodka russe. Ah, mais oui. Les Russes ont des brasseries de vodka en Centrafrique. En Centrafrique. Non, mais il faut quand même l'intégrer, le bazar. Hein. C'est ça. C'est quand même marrant. Ouais. Et en fait, je sais pas si vous imaginez des Africains qui parlent russe, mais déjà ça fait surprend. Hein. ça surprend la fois. Mais tu vois, ce qui était marrant, c'est que même ce concept de clan 50-50, 80-20 dont je parlais, etc., ça n'avait de sens que s'il y avait vraiment deux clans opposés. En fait, avant cette guerre russo-ukrainienne, on avait un clan assez soudé de l'Ouest, je pourrais dire, et puis ensuite vous aviez un éparpillement de pays.
Voilà. Donc on pouvait pas dire que c'était un peu arbitraire cette tu vois, cette dichotomie. Mais le fait que maintenant il y a vraiment des tensions géopolitiques entre ces deux clans qui sont en train de se souder, ça prend une réalité économique. Donc ça va prendre des réalités du genre qui sont mes contrats vont être d'échange, vont être maintenant dans une monnaie qui ne sera plus le dollar, donc qui ne sera plus l'euro, qui sera peut-être du réal brésilien. Peut-être que, tu vois, des choses comme ça. Donc, ou peut-être du renminbi, ou peut-être... Alors, on est en train de créer une réalité. C'est qu'en fait, de cette réalité, c'est au moment où on est en basculement. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour revenir au départ, c'est pas du tout étonnant que dans ce moment de bascule, et à ce moment où on a quand même émis beaucoup de monnaie pour le Covid, etc., et qu'on est aussi on est en train de dépenser de l'argent pour cette guerre et toute la déstabilisation, il n'est pas étonnant que cet autre bloc, financièrement, en tout cas pour l'instant, s'en sortent mieux. Donc, fondamentalement, ce n'est pas une surprise. C'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais à part le fait d'avoir pas l'habitude, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais c'est pas une surprise. Donc pour ça, si vous voulez vous abonner à la lettre, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et pour ma part, ce que je cherche pour ancrer un peu ce qu'on appelle du fixed income, donc des taux de rendement fixes, c'est d'arriver à prêter soit à des secteurs comme l'agriculture ou alors à des économies ciblées. On va peut-être aller voir l'Angleterre, là on est en train de regarder des trucs. Ouais. Pour arriver à décorréler justement les risques de fixed income dans le monde, que ce soit pas les mêmes, s'il y en a un qui pète, on en a d'autres à côté, et en même temps arriver à avoir ce retour sur investissement sur des pans de l'activité économique qui fonctionnent, j'ai envie de dire, quoi qu'il se passe par ailleurs, quoi. C'est ça, local, avec un risque local. Parce qu'on est vraiment... Aujourd'hui, on vit une fragmentation de la mondialisation, donc une régionalisation de la mondialisation, et on est en train de changer de paradigme sur beaucoup de points, d'éléments, et on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais on le vit, quoi. Ouais, donc, une fois que ce sera évident pour tout le monde, ce sera trop tard, j'ai envie de dire. Absolument. Deux changements de paradigme, inflation qu'on ne connaissait pas depuis très longtemps, et tout d'un coup, opposition, pays émergents, pays développés, qu'on ne connaissait pas, à ce point-là. Donc, ça fait deux changements radicaux dans les portefeuilles. Et d'ailleurs, sur le fixed income là, que j'ai déjà trouvé sur l'agriculture en Europe, on est sur des 12-13% de taux d'intérêt. Ouais, ça. Et les gars se font pas mal en face. Parce que l'inflation, elle se transmet de partout. Et c'est pas qu'on gagne 13%, c'est 13% moins l'inflation, ça fait quelque chose de raisonnable. Sauf que si on va dans le guichet du coin à la Société Géniale ou au créancier lyonnais, on va lui demander du 13%, il va regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il me dit ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça n'existe pas, c'est ça. Il a raté ses cachets, le monsieur. Voilà. Donc, on est sur une reconfiguration des choses. C'est ça. Donc, on va suivre ça. À bosser. À bientôt, Richard.